Salut, ici Emeline au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui donne la parole à nos anciens. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des quarantenaires, des retraités et des personnes plus âgées qui ont toutes et tous vécu mille et une vies. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé leur cours de leur vie et des événements plus durs desquels ils ont dû se relever, mais surtout les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Le but de ce podcast, c'est d'offrir une oreille attentive aux générations de nos parents et grands-parents et de reconnecter les plus jeunes à leurs anciens en leur prouvant qu'on s'enrichit bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de l'anecdote du dimanche. Je reçois aujourd'hui Isabelle qui va revenir avec nous sur une partie de son enfance, plutôt atypique, il faut bien l'admettre. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté d'être ma toute première invitée. Pas trop stressée ? Un petit peu. Moi aussi. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites ? Bon, je m'appelle Isabelle, j'ai 59 ans, j'ai vécu ma jeunesse en Mauritanie, en Afrique du Nord, et je suis revenue en France à l'âge de 11 ans. Et à partir de là, mon premier voyage, mon premier baptême de l'air était à 12 mois. Donc j'ai passé mon enfance dans les avions. Et... Alors, ne nous spoile pas tout. On va revenir du début si tu le veux bien. Est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte sur le contexte historique, en quelle année on est, ce genre de choses, pour que les auditeurs puissent se projeter avec nous? Je suis née en 1964, je suis partie en 1965 à Zouérat, en Mauritanie, parce que mon père avait eu l'occasion d'avoir un travail là-bas qui lui permettait donc de voir du pays et de partir de France comme il voulait voyager. Il faisait quoi comme métier ton papa du coup ? Il était agent de maîtrise et on demandait des agents de maîtrise dans une société qui s'appelait la Miferma à l'époque, qui venait d'ouvrir une société d'extraction de minerais de fer. Et on avait besoin de plusieurs personnes de tout métier qui devaient travailler dans cette société. D'accord. Et j'ai vu en préparant le podcast que la Mauritanie était devenue indépendante dans les années 60, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça avait un lien du coup avec le fait qu'ils soient envoyés là-bas ? Depuis qu'ils étaient devenus indépendants, ils avaient envie donc de s'autonomiser au niveau industriel. Et ils avaient donc une mine de fer en plein désert. Donc il fallait l'exploiter. Ils trouvaient le moyen de l'exploiter avec des moyens qui n'existaient pas. Donc il fallait trouver les camions, le train pour acheminer le fer jusqu'à la mer. Donc ils ont bâti une ville exprès pour que tous les employés qui étaient venus les aider aient une manière de vivre correcte. Donc il y avait des agents de maîtrise, il y avait des maisons pour des agents de maîtrise, des maisons pour toutes les catégories socio-professionnelles. Donc cette ville a été bâtie vraiment par la société, elle n'existait pas avant. Et nous sommes arrivés, mon père quelques mois avant nous, et en 65, j'avais 1 an. Ah oui, donc sortie de maternité, paf, dans l'avion, quoi. Donc voilà. Pratiquement. Et ils vivaient où à ce moment-là, tes parents, du coup ? Donc nous étions à Mantes-la-Jolie, dans un appartement que nous avons gardé tout le temps. D'accord. Et qui nous permettait de revenir chaque année voir la famille pendant les grandes vacances. D'accord. Donc on venait... Donc vous gardiez un lien avec la France. Donc c'est pour ça que je faisais des allers-retours chaque année, France-Mauritanie. Sauf 2-3 fois où, comme le voyage de retour et d'aller était payé par la société, on a pu faire le voyage par bateau. Et donc on a fait la seule croisière de ma vie, une croisière sur l'Ancerville. Un paquebot qui est passé par les îles Canaries, par Madère et puis jusqu'à donc Marseille. De Marseille, on est monté en train. C'était une croisière touristique pour un peu remercier tout le monde. C'était une croisière qui était payée. Soit on prenait l'avion, soit on prenait le bateau. C'était à notre choix. D'accord. Donc c'était un voyage de retour. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup. Ok. Et ta maman, du coup, elle faisait quoi à ce moment-là ? Parce que j'imagine que ça n'a pas dû être simple de quitter sa vie française comme ça du jour au lendemain. Ça s'est passé comment ? Si tu as des souvenirs ou si tu l'ont raconté plus tard. Alors maman avait travaillé au ministère de l'Air comme assistante de direction et avait arrêté son métier à ma naissance, je pense. Donc elle s'occupait de nous
Et donc ça n'a pas gêné de pouvoir partir et tout lâcher parce qu'elle avait déjà décidé d'arrêter pour s'occuper de ses enfants. Ok. Oui, donc elle a pu vous suivre sans trop de soucis. Alors, j'imagine que t'as pas trop de souvenirs de cette époque-là, vu qu'on on le rappelle, tu avais 1 an au moment du départ. Mais comment la petite Isabelle, du coup, vit cette annonce? Est-ce que tes parents t'ont raconté des anecdotes sur le départ, le fait de prendre l'avion pour la première fois, de se retrouver dans un pays d'Afrique à un si jeune âge? Non, j'ai pas apparemment eu de soucis. Apparemment, j'étais contente de prendre l'avion à chaque fois, qu'on soit qu'on parte ou qu'on revienne. Moi qui aimais bien dormir le matin et tarder la nuit, quand elle me réveillait 4 heures du matin, il paraît que j'étais tout de suite sur mes 2 pieds, en train de m'habiller à toute vitesse parce que j'étais contente de prendre l'avion. Oui, donc peut-être le fait aussi d'être de changer de vie comme ça si tôt, ça t'a apporté une capacité d'intégration un peu hors norme pour un enfant de cet âge-là qui en général aime bien son quotidien. Je sais que il y a des enfants de cet âge-là, rien que de partir en vacances ou d'aller chez des amis, ça bouscule leur quotidien, ils le vivent pas trop bien. Toi, du coup, t'as pas eu de difficultés Non, là sur ce peut-être niveau-là, quoi. que, en analysant maintenant, je me pense que j'étais même caractère que mon père, très curieuse de voir plein de choses et vraiment très curieuse de tout. Donc c'était pour moi une chance. Ça en est une, effectivement. Et comment ça se passe, du coup, l'arrivée en Afrique? Alors de ce qu'on m'a raconté, on a eu plusieurs logements, on en a eu plusieurs, on en a eu 4. Parce que suivant le parcours que mon père avait au niveau de son travail, on a eu un petit logement au début et après on a terminé par un logement de maîtrise. C'est ce qui s'appelait à l'époque un logement de cadre. Ok. Donc le premier logement, on l'a bien décrit et on était sur des petits, on va dire, des habitats qui étaient tous collés les uns aux autres, très bas, sans étage, exprès pour la chaleur. Et c'était une manière aussi quand il y avait des vents de sable, que le sable puisse passer sans qu'il se coince quelque part. D'accord. Donc Qui passe au-dessus de la tout maison était sans... rectiligne. Tout était D'accord. rectiligne, les rues étaient rectilignes, tout était rectiligne. Et moi, je me suis bien habituée. Moi, je sortais régulièrement, sachant qu'il y avait l'après-midi, tout le monde devait faire la sieste parce qu'il faisait très très chaud. Il faisait combien, à peu près, qu'on puisse un peu se projeter? 45, 47, mais le midi c'était plus chaud. Ça, je me souviens plus exactement. Ah oui, donc Mais même le matin, il faisait plus de 40 degrés, quoi. ouais, moi, je me souviens que après la sieste, quand on retournait à l'école, je ne pouvais pas garder. On appelle ça des tongs maintenant, mais à l'époque c'était des petites sandales en cuir que les artisanats de là-bas fabriquaient. Je ne pouvais pas marcher par terre parce que la chaleur transperçait le cuir de la semelle. Donc j'étais obligée de courir pour aller à l'école l'après-midi. La tête et les jambes, comme on dit. Voilà. À quoi ressemble ta vie là-bas, du coup? Tu y es resté, rappelle-nous, de tes 1 an jusqu'à 11 ans. 11 ans. Donc 10 ans de vie là-bas. À quoi ça ressemble, du coup, ton quotidien quand tu es plus petite et les souvenirs que tu as de toi-même en grandissant, du coup? Raconte-nous un petit peu pour qu'on vive l'expérience avec soi. Bah, c'est une enfance avec une école, l'école, comme tout le monde. Il y avait une école pour tout le monde, maternelle, 3 ans d'année de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, comme en France. C'était des locaux, du coup, qui étaient en classe avec toi ou c'était des enfants de Alors, personnes comme je disais tout à l'heure, en fait, c'était un village qui a été fabriqué pour recevoir les employés de cette société. Donc, c'était donc majoritairement des Européens, il y avait des Anglais aussi, il y avait des Ok. Belges. Et s'il y avait des Mauritaniens, c'était des Mauritaniens qui avaient accédé à un certain cadre de vie et avec des diplômes. Donc ils avaient aussi droit aussi, au logement de maîtrise. Et Oui, un niveau d'éducation plus donc élevé que... voilà, donc sur les photos de classe, on peut voir un ou deux Mauritaniens, mais il n'y en avait pas beaucoup. D'accord. Oui, donc t'étais pas complètement perdu
dans une classe 100% constituée d'Africains qui du coup peuvent créer un décalage de culture ou même de langage Non, parfois non, ou... c'était souvent entre nous. Et dans la ville de Zoérat, quand elle s'est agrandie, il y a eu quand même cette partie où il y avait comment on dit, les agents de maîtrise et les Mauritaniens qui venaient s'installer autour, tout au moins pour faire leur commerce et puis profiter de l'occasion d'avoir des Européens pour travailler avec eux, Mhm. pour leur vendre Oui, créer leur commerce en fait leur commerce autour de votre autour. présence. Voilà. Ok. Sachant qu'elle n'existait pas avant. C'est une ville qui est en plein milieu du désert, qui n'existait pas. Donc ils ont tous les Touaregs qui ont voulu s'installer sont venus s'installer autour de cette petite ville. Ok, donc toi du coup t'avais une vie assez classique, on va à Voilà, l'école. voilà, sachant classique avec toujours du soleil, souvent dans une grande piscine olympique. Pas si classique du coup. Voilà. Pour mes parents, il y avait des clubs, il y avait du cinéma, il y avait des spectacles. Ils ont reçu Guy Bedos, Sophie Daumier, ils ont reçu, en fait, tous ceux de l'époque qui faisaient des spectacles en France venaient aussi à Zouérat faire leurs spectacles. D'accord, donc vous sentiez Fernand pas du coup un Reynaud, décalage au non. niveau de la culture, du cinéma, de l'avancée en Le, France, vous déc- ressentiez pas de décalage le vous décalage, c'était les informations, la nourriture. Ok. La nourriture venait par bateau, donc c'était essentiellement des conserves. Oui, vous aviez pas accès à des produits frais. Les produits frais étaient sur place, mais c'était pas, ils pouvaient pas être, camembert ne peut pas être acheminé de Normandie en Oui, bien sûr. Mauritanie. Donc, Vous aviez de la viande, des légumes, du oui, c'est poisson. de là-bas. Parce qu'en fait, il venait très frais de Nouadhibou, qui était donc une ville près de la mer, où il y avait beaucoup de pêche. Ok. Donc du Donc, coup, toi, t'étais à l'école. Ton père, lui, travaillait, du coup, dans l'entreprise. Et ta maman, du coup, qu'est-ce qu'elle faisait de... Ça ressemblait à quoi, ses journées quotidiennes? alors ces journées, elle s'occupait de nous, évidemment, et elle aussi avait s'occupé d'un club philatélique. Donc elle faisait des réunions philatéliques. Et puis oui, il n'y a pas d'autres. De temps en temps, elle faisait ses réunions, Elle avait ses s'occupait, petites mais ça... occupations, quoi. Oui, entre dames du voisinage, je pense qu'elle s'occupait bien parce que elle a tellement regretté sa vie là-bas, c'est qu'elle était bien. Hmm. Oui, elle s'ennuyait pas le moins du monde, quoi. En grandissant, du coup, est-ce que t'arrives à te faire un petit cercle de copains? Comment ça se passe un petit peu ta vie sociale là-bas? Quels sont les jeux? Tu me racontais en off tout à l'heure que tu jouais dans les dunes, ce qui est pas commun pour un enfant français d'aujourd'hui. Donc, quels étaient tes jeux? Parce que nous, on a une génération qui a grandi avec la télé, les BD, les jeux de société, les consoles. Donc toi, comment tu t'occupais sur ton temps libre? Je me souviens beaucoup de la piscine, moi j'adorais nager. J'étais un peu garçon manqué, donc je faisais je courais beaucoup, un peu partout, je faisais du vélo. Un peu plus grande, je me souviens très bien que sur une place, je faisais des tours en vélo, je faisais un sprint sur la place, mais à force de faire des sprints sur le gravier, ben, je tombais et je repartais. Non, j'avais le vélo, il y avait la piscine, il y avait des jeux de société, on en avait, mais c'était les courants qu'on a, les jeux de dames, les jeux de... Hmm. Plus petite, c'était les mêmes jeux qu'en France, hein. C'était comment ça s'appelle? La marelle, Oui. des jeux de cordes. J'ai ramené beaucoup de Oui, cordes, corde à des cordes à sauter, sauter de marelle, cache-cache, ce l'époque. genre de jeu Ouais. classique d'enfant, quoi. Voilà, qu'on faisait à l'école. Vélo, oui. Alors après, ils avaient installé un mini-golf en dehors de la ville et on y allait souvent avec mes parents. Et un peu plus tard, vers 6 ans, parce que ma mère ne voulait pas aller faire des virées dans le désert, comme ils appelaient ça, entre copains, parce qu'elle trouvait qu'on était trop petits. Par rapport à la chaleur, tout ça, tu veux dire? Voilà, la Mhm. chaleur et puis les petites bêtes. Donc j'ai eu l'âge de 6 ans, à peu près. Là, c'est parce que je me souviens de cette époque-là, on a commencé à faire des virées dans le désert.
Et c'est là que c'est vrai que, même avant, on allait dans les dunes un peu, mais c'est là que c'est vrai que je me souviens de mes jeux avec mon frère dans les grandes dunes, dans les toboggans, les roulades. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit à nos auditeurs, mais tu avais un frère aussi qui faisait partie de l'aventure. Mm. Ou qu'il avait quel âge lui à cette époque-là? 1 an et demi de plus que moi. D'accord, donc du coup vous alliez à l'école Oui, on avait un ensemble, pas dans la décalage. même classe, mais Mm. ensemble. Vous vous aviez les mêmes activités ou chacun avait un peu sa bande? Bon, chacun avait un peu cette petite sa Mm. bande, ouais. Et comment il l'a vécu lui? Vous en aviez parlé un petit peu après de vos ressentis Oh, bah, à lui, chacun? il a été très, très bon souvenir aussi, mais il en a un peu plus que moi, parce qu'il avait 1 an et demi, c'est C'est quand même beaucoup à cet important, âge-là. parce que lui, il était beaucoup plus réfléchi, calme, donc il observait beaucoup de choses. Moi, je les regardais, mais voilà. Mais en écoutant, il a beaucoup plus s'est rendu compte beaucoup plus de choses que moi, et a regardé beaucoup plus de choses de moi que moi, et il en a très bons souvenirs, oui. Tu nous disais tout à l'heure que du coup vous faisiez des allers-retours en France chaque année. Comment ça se passait du coup les retrouvailles avec la famille, les enfants du coup des amis? Est-ce que tu commençais déjà à ressentir pardon, un décalage entre les autres enfants et toi ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, on venait pendant les grandes vacances pour voir la famille, donc il n'y avait pas d'école. Donc j'avais pas l'occasion d'avoir beaucoup d'enfants autour de moi par mes cousins et cousines. Hmm. Oui, c'était Mais j'ai vraiment pas le senti le cercle décalage. familial. Mais j'ai pas senti de décalage, et je retrouvais ma grand-mère avec plaisir, mes cousins, cousines. Mais j'ai pas vu ce décalage comme je l'ai vu en arrivant définitivement en France. Hmm. On en reparlera plus tard, oui, bien sûr. Et comment tu vivais du coup ta relation avec les locaux, les enfants africains, même les adultes parce qu'à cet âge-là, on n'est pas confronté à la différence. Du coup, est-ce que toi, d'avoir été dans un pays africain dès ton enfance, t'as tout de suite été dans le bain? Ou est-ce que... Comment tu l'as vécu un petit peu cette arrivée dans une toute nouvelle culture qui, pour le coup, n'a rien à voir avec la culture européenne? Moi, j'ai très bien vécu. Mes parents m'ont rien dit de particulier. Juste une fois, j'ai entendu ma mère qui s'était plaint, qui comprenait pas, qu'elle avait été insultée parce qu'elle portait un pantalon. Et c'était dans les années 60. Elle portait un pantalon, et que là-bas, normalement, les femmes ne portent pas de pantalon. Donc j'ai entendu que cette réflexion-là. Moi, ça m'a pas perturbée. Moi, j'avais des copains, copines. Et j'ai toujours aimé, parce que là-bas, il y a des Touaregs, mais il y a aussi des Sénégalais qui sont venus travailler dans cette société. Mhm. Donc il y avait des enfants qui étaient beaux comme des dieux, qui étaient toujours en train de sourire. Et moi, j'ai toujours aimé jouer avec eux. Et ma mère me disait que j'aimais bien aussi, petite, parler aux Touaregs, qui étaient donc avec des turbans de couleur et Ouais, vraiment des des grandes locaux, barbes, des locaux comme on Touaregs les qui imagine. s'étaient sédentarisés, que j'aimais bien parler avec eux, parce qu'en fait, ils avaient une tête vraiment de grand-père. Moi, j'ai jamais connu mes grands-pères, et je pense que je m'arrêtais pour leur parler, parce que j'étais vraiment... ils étaient beaux, ils avaient des beaux visages, Et ils sont et que très charismatiques, ouais. et j'étais attirée par cette beauté, et en plus ça me faisait penser à un grand-père que je n'avais pas vu. Et ma mère, souvent, quand elle regardait si je suivais, ben, elle me voyait parler avec ses papis, et elle a toujours été étonnée. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais pourquoi tu parles? Moi, je dis parce qu'il est gentil, parce qu'il est beau, je disais. Oui, donc comme moi, déjà, toi, tu aimais parler avec les plus vieux. Est-ce que t'as des anecdotes un peu marrantes sur ton quotidien là-bas, euh, en tant qu'enfant? Ah bah, l'anecdote que j'ai, que... Des petits souvenirs sympathiques à Euh, partager? Bah, un petit souvenir, bah ça, c'est que je pense que c'est mon souvenir à moi, et qu'il n'y en aura pas beaucoup qui, sauf ceux qui étaient avec moi là-bas, d'aller chercher des œufs de Pâques en plein désert derrière une touffe d'herbe. Il y avait de l'herbe dans le désert? Il y avait des touffes d'herbe, mais pas beaucoup.
Donc il fallait chercher les œufs de Pâques. On avait fait ça à l'époque où on pouvait faire des virées de quelques jours dans le désert. On était plusieurs avec beaucoup d'enfants et ils avaient décidé, les parents, de faire des recherches de chocolat. Donc du vrai Très tôt le chocolat, du matin, coup. du vrai chocolat très Ouais, tôt ce le que j'allais matin dire, pour par 50 éviter degrés. que ça fonde. Et dans le Sahara, il y a des dunes de sable, mais il y a aussi de temps en temps des petites taudas avec des cailloux. Et c'était caché là, et c'était le premier qui trouvait, mais il fallait se dépêcher. Et c'est vrai que c'était assez atypique de trouver un œuf de Pâques derrière une touffe d'herbe en plein désert, sur une dune qu'il fallait grimper en plus, et dévaler. Oui, donc c'était sportif, et en même temps, dès que tu voyais une touffe d'herbe, tu savais qu'il y aurait un œuf dedans. Voilà, Donc donc pas trop de il fallait se suspense en même dépêcher temps. par rapport au garçon pour essayer d'avoir, parce que sinon c'était pas possible. C'est celui qui grimpe le plus vite sur la dune, quoi. Ça, et puis d'avoir réveillé en pleine nuit toute une tente où on était deux, trois familles à dormir, parce que j'avais vu une araignée dans le clair de lune Ouais, j'allais t'en parler justement des sous la animaux, tente. si t'as eu des rencontres. Je dormais près de le bout de toile qui arrive près du sable, Mhm. et il y avait un rayon de lune qui passait en dessous, et j'arrivais pas à dormir, et d'un seul coup je vois passer une grosse chose en dessous. Je vois au rayon de lune que c'est une grosse araignée, je réveille tout le monde, parce qu'il faut pas oublier que là-bas il y a des migales. Donc on l'a cherché partout, dans les duvets, partout, et on l'a jamais retrouvé, et j'ai pas dormi de la nuit. Et j'ai réveillé tout le monde, toutes les familles qui étaient là. Et il y a des araignées, comment dire, des araignées ou d'autres animaux mortels là-bas, ou Des c'est scorpions. assez... Des ouais. scorpions aussi, mais j'en ai vu des morts, mais j'en ai pas vu de vivants. En général, ils se planquent. Quand il y a trop de bruit, c'est pas comme les vipères, comme les. Et même petite, du coup, tu t'avais pas peur de rencontrer potentiellement ces animaux. T'étais Non, plongée dans l'univers, donc... moi non, j'étais un peu kamikaze, on va dire, un peu garçon manqué. C'est vrai que Il y a des garçons j'y qui ont peur pensais des pas. araignées. Hein. Bah, je fonçais, c'est peut-être mon signe du zodiaque qui fait que, mais je fonçais. Je fonçais, il m'est arrivé même des accidents à force de foncer. Mais non, 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 j'ai pas eu peur. Cette araignée m'a quand même perturbée pendant longtemps. Je me suis dit, elle n'a fait que passer, ou elle est restée coincée dans mon duvet, ou ça m'a quand même T'as chiffonné pas eu de pendant longtemps. problème pour dormir les nuits d'après? Ah bah les nuits d'après, j'avais une lampe à côté de moi et j'étais toujours en train de surveiller. Oui, et donc téméraire tant qu'on les voit pas, mais une fois qu'on les voit, on flippe un peu On quand me même. touche pas, on passe au large. Sinon les petites biquettes, j'adorais les petites biquettes qui étaient là. Comme animaux, on a eu des geckos, on a eu une tortue, on a eu des poules, on a eu des pigeons qu'on élevait dans des cages. On a eu des gros hérissons, mais des hérissons pas comme en France, des hérissons qui ont un nez de cochon, on appelle ça. D'accord. Parce qu'en France, ils ont un nez, un petit nez C'est nez une de chien. race spécifique là-bas. En fait. D'accord. Un gecko qui est arrivé tout seul, de 40 centimètres, qui est arrivé tout seul, qu'on a gardé un petit peu, et puis qui est reparti vivre sa vie. Et est-ce que vous aviez des... Et un fennec. Donc t'avais un fennec de compagnie. On en a eu 3 en fait. Et tu me dis ça comme si tu me parlais d'un chat. Un chien. Parce que là-bas, en fait, les petits fennecs, ils sont attrapés par les Touaregs et vendus ou donnés directement aux habitants. Et donc on en a eu un comme ça, donné, ou je sais plus si mes parents l'ont acheté, je pense pas, hein, parce qu'ils n'étaient pas du tout comme ça. Mais ils aimaient trop les animaux pour les acheter. Et il s'est sauvé. On en a eu un autre, je sais pas trop bien son histoire, je me souviens du dernier. Et le dernier est arrivé tout seul dans la maison, il faisait très très chaud, ma mère avait lavé par terre, avait ouvert les portes sachant qu'on avait des climatiseurs qui marchaient à fond, et elle avait ouvert les portes pour faire sécher un petit peu le sol. Je jouais sur le canapé avec mon frère, et d'un seul coup ma mère me dit « Chut, taisez-vous ». Donc on s'est tu, et on a vu 2 petites oreilles qui étaient en train de se mettre au travers de la porte. Et puis, comme il faisait très très chaud dehors, elle a dû sentir la fraîcheur, il est rentré.
Et sachant qu'on savait que le Fennec aimait le chocolat, on lui a donné du chocolat, il est resté. Donc je pense qu'il s'était sauvé déjà de chez quelqu'un, parce qu'il n'avait pas l'air assez sauvage. Et de ce jour-là, on a fermé la porte, il est resté avec nous, parce qu'en fait on a eu l'occasion de laisser la porte ouverte souvent, il ne s'est pas sauvé. Et le dernier, donc c'était Oui, Titi. à la base, il venait un petit peu se rafraîchir dans les maisons plus fraîches. Voilà. Et il est habitué aux enfants, parce qu'en fait il n'a pas eu peur de nous. Donc on a demandé autour de nous s'il y en avait quelqu'un, parce que c'était courant que les gens avaient des fenêtres, personne n'avait, donc on l'a gardé. Il nous a trouvés, on l'a gardé. Il s'appelait comment du coup? Titi. Et on l'a même ramené, on l'a même ramené en France après. C'était pas interdit du coup On a eu l'autorisation, on avait fait tout. Ok. Donc vous aviez un Fennec à Mantes-la-Jolie. Incroyable. J'ai une question qui me vient du coup. Est-ce que tu me disais tout à l'heure qu'il y avait un club, il y avait la piscine, vous aviez pas mal d'activités. Est-ce que vous aviez des loisirs ou des sports comme les enfants d'aujourd'hui qui peuvent faire du tennis, du foot, du violon, ce genre de trucs? Est-ce que vous aviez la possibilité de faire des activités comme ça un peu plus encadrées, on va dire, que juste jouer à la balle comme ça? Oui, moi j'ai pas fait d'activité particulièrement à part de la gymnastique, mais mon frère Jean-Luc avait du judo, faisait du judo. Ok. Donc il a été jusqu'à ceinture, l'avant-dernière ceinture, je sais plus, c'est la bleue, je crois. Ouais, pas mal. Donc il a fait, oui, il m'apprenait même des prises. Donc il a fait du judo, tout à fait. Moi je faisais de la natation surtout. Oui, toi tu voulais vraiment rester dans la piscine. Moi c'était la natation, dès qu'on m'a fait sauter des plongeoires olympiques et apprendre à nager, ça m'a plu du coup et j'ai continué. Et t'en fais toujours aujourd'hui du coup? La natation? Oui. Ah. Comme quoi c'était... Ouais. Et il faisait trop chaud, donc je sais pas si c'est ça, j'en sais rien. Mais j'ai toujours aimé l'eau. un poisson dans l'eau quoi. Mm. C'est marrant. Est-ce que du coup, parce que de ce que tu me dis, en fait, t'avais une vie somme toute classique, où tu t'amusais bien, t'avais tes petits copains, tes petites activités, tu mangeais local, tu mangeais bien, J'étais t'étais pas bien perturbée. entouré. Est-ce que... comment ça se passait du coup quand tu rentrais en France? Est-ce que t'étais quand même contente de voir ta famille, mais est-ce que tu voulais rester en France quand venait le moment de repartir, ou est-ce que au contraire t'es pressée de retourner là-bas? D'abord, il faut savoir que quand on venait en France, on habitait un appartement qui était au 10e étage d'une tour. Donc, Oui, surtout donc que c'était aux plus du antipodes de tout, ta vie là-bas, quoi. c'était plus du tout la liberté, entrer et sortir comme on voulait, il fallait prendre l'ascenseur pour descendre, qui faisait du bruit. Il y avait un parc de jeux en bas de la tour, ça me plaisait pas beaucoup, moi, j'aimais pas trop. Ouais, tu te sentais enfermée alors que t'avais Voilà. toute Donc la ça, liberté du monde voilà. là-bas, quoi. Donc on restait là, j'étais contente d'être là, mais aussi contente de repartir. Ma vie était là-bas, effectivement. Et avec le temps qui passe, je me suis rendu compte que pour ma mère, c'était pareil. C'était la même chose. Elle était contente de Elle voir aurait sa voulu famille, rester là-bas aussi. mais elle était toujours contente de repartir. Leur vie était là-bas, notre vie était là-bas. Et quel était le regard du coup des autres sur cette expérience? Parce que c'est quand même... Toi tu en parles comme si c'était tout à fait normal, mais c'est quand même assez fou comme expérience du coup. Quel regard ils avaient eux? Est-ce qu'ils vous comprenaient? Est-ce qu'ils vous enviaient? Est-ce qu'au contraire ils vous en vouliez un petit peu de partir et de vivre aussi loin? La famille? La famille, les amis, comment eux, quel regard ils portaient sur votre expérience? Moi j'étais petite, mais on s'entendait pas, et mes parents n'avaient pas de conversation qui me faisait penser que les gens étaient aigris. Hein. Si, il y en a peut-être un qui était aigri, c'était le chat qu'on avait récupéré, le chat persan, qui boudait à chaque fois qu'on avait laissé un autre à ma grand-mère. Oui, un chat quoi. Et un chat aigri. et qui nous faisait la tête dès qu'on rentrait. Et 3 jours après, il revenait nous voir. Mais ma grand-mère avait très bien compris. Elle s'occupait même des affaires de mes parents par procuration en France. Donc, Oui, ils avaient compris que vous étiez heureux là-bas et que... le reste de la famille, je n'en ai pas entendu parler.
Franchement, puis à cette époque-là, on est enfant, Ouais. c'est pas notre problème. Du coup, vous étiez, de ce que tu me dis, vous aviez l'air vraiment heureux là-bas. Comme tu le disais, tu t'avais pas tellement envie de rentrer en France, t'étais pressé de retourner là-bas. Ta maman aussi était pas très heureuse en France. Du coup, pourquoi vous êtes rentré à l'âge de 11 ans, du coup, c'est ça? Mhm. Eh ben, force est obligée. Force obligée, c'est ce qui a perturbé ma maman pendant de nombreuses années, parce qu'elle était heureuse là-bas. C'est que l'école s'arrêtait au CM2. Il n'y avait pas de L'école collège, du coup. physique. Après, à partir de la 6e du collège, c'était des cours par correspondance. D'accord. Donc, ma mère ayant entendu les différents discours des gens autour d'elle, comment ça se passait quand c'était des cours par correspondance. Il y a des gens qui me laissaient leurs enfants en France et continuent de faire leur vie en Mauritanie. Donc, ils ont bien réfléchi. Entre les cours par correspondance qui étaient quand même assez légers, entre laisser les enfants en France, ma mère non, elle n'avait pas fait des enfants pour les laisser en France. Donc la seule solution c'était de retourner pour la scolarité en France. D'accord. Donc la scolarité de mon frère, qui donc lui est rentré en 6e. Donc moi j'ai fait mon CM1 et mon CM2. Et lui, moi je faisais mon CM1 et mon frère rentrait en 6e en France. Oui, donc c'est pour ça, rentrer en 6e, que Donc, du coup toute la famille voilà. est rentrée en France. Donc on est rentrés tous les trois avec mon frère et moi, ma mère, mon frère et moi, et mon père est resté, vu son contrat, il est obligé de rester 1 an tout seul. Donc il est resté 1 an tout seul et il aurait pu après demander une autre mutation dans un autre pays pour la même profession, la même... mais non, et ça, sa famille lui manquait, donc... Comment il le vivait, du coup, lui, de se retrouver comme ça tout seul pendant 1 an, et vous, au contraire, de retourner dans cet appartement finalement Ah bah moi j'étais tous pas les contente trois. du tout, hein. J'étais pas contente du tout, hein, mais bon, ma mère non plus, hein, mais on fait des sacrifices pour les enfants, donc... Oui, pour la scolarité, Mm. d'autant plus. Et c'est là que je me suis rendu compte pour la scolarité en France, le décalage que j'avais avec les autres enfants. Ok. Oui, donc c'est à ton retour officiel, entre guillemets, en France, que là, tu sens que t'as quand même pas eu la même enfance que les autres, et que ça se ressent. Parce qu'en plus, on est à un instant charnière, l'entrée en 6e, c'est... Pour mon c'est frère, l'entrée oui. dans l'adolescence Mon aussi, frère, la ça l'a pas préadolescence. perturbé, lui, s'adapter. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est j'avais pas du tout les mêmes jeux. En fait, il chantait des chansons que j'avais jamais apprises. Mhm. Et c'était pas les mêmes jeux. Et puis j'ai l'impression d'avoir mûri beaucoup plus vite. J'étais un peu en décalage. Ouais. Tu t'entendais pas trop du coup avec les enfants de ton âge, tu sentais un petit décalage. Copines, mais je sentais déjà un petit décalage, oui. Et ça s'est développé du coup dans l'adolescence? Ah oui, puis c'était pire. Je comprenais pas pourquoi autant de personnes faisaient des histoires, autant de jalousie, autant de... Mais c'est peut-être pas, c'est partie de ma personnalité, peut-être aussi, hein. Il n'y a pas que ce décalage. Le côté garçon manqué, comme tu disais tout à l'heure aussi, qui crée ce décalage avec les filles oui. qui ont tendance Oui. à... C'est toujours cet aspect de jalousie, cet aspect de se montrer, de ça, tout ça. Moi, je trouvais pas ça nécessaire, donc ça m'a toujours perturbée, toujours de faire des histoires. Donc du coup, bah, je repartais dans mon coin, mais c'est vrai que je m'entendais mieux avec les garçons. Je joue au foot avec eux-mêmes. Est-ce que tu peux développer un petit peu du coup ton adolescence par rapport à l'enfance que t'as vécue? Est-ce que c'était une force ou comment tu le vivais sur l'instinct et avec le recul aujourd'hui? Sur l'instant mal, parce que je me sentais en décalage, mais bien dans ma peau quand même. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Après, quel type de questions tu t'es posé? En disant je suis pas normale, je n'ai pas les mêmes idées qu'eux, et puis finalement j'ai trouvé des copines, 1 ou 2 copines qui étaient comme moi, donc je me suis dit c'est pas moi. C'était juste une question de mentalité. Oui, t'as réalisé que c'était pas toi le problème. C'était une question de caractère et de mentalité, donc voilà, il fallait que je trouve
une ou deux copines qui pensent la même chose que moi pour dire bah non, bah on va laisser ces filles-là faire leurs histoires, on va laisser ces gens-là raconter n'importe quoi, et puis nous on va vivre notre vie, et puis on est bien, et puis voilà. Sage décision. Donc du coup, l'adolescence, c'est un petit peu le choc, on va dire, des cultures quand tu reviens en France. Quand tu grandis, que tu te développes, tu deviens une adolescente, puis une lycéenne, une adulte, comment ça se transforme ça? Est-ce que tu sens toujours ce décalage qui est un peu handicapant parfois? Est-ce que ça devient une force? Comment ça évolue de ce côté-là? Alors il y a toujours un décalage qui pendant un moment me gênait, et puis j'ai appris que c'était une force, effectivement, au fur et à Avec la mesure. maturité, t'as compris que c'était une force. Parce que j'avais une notion de recul sur tout. Alors je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai une notion de recul sur beaucoup de choses, sur des histoires, des situations. C'est que je me mets en recul et du coup ça passe mieux. Je digère mieux tout ça. C'est esprit d'observer aussi beaucoup. Quand je vais sur Paris, j'observe les gens, j'observe tout. Sans penser à mal, c'est regarder. Et ça, je pense, cette notion de recul et de regard, d'observation, ça, c'est cette distance que j'ai eue depuis le début, je pense. C'est moi qui analyse ça comme ça, mais c'est peut-être ma personnalité, je sais pas. Mais je le dis, je le redis, je me considère maintenant plus comme une sauvage plutôt une sociable. Et tu penses que du coup ça peut avoir un lien avec l'enfance que tu as vécue? En plus de ton caractère Je pense de ma un peu personnalité parce que mes indépendant. parents étaient quand même indépendants aussi, très indépendants, donc et qui aimaient la liberté. Donc je suis leur digne représentante, mais je pense aussi que ça a joué, oui. D'être dans un environnement très calme, très libre, une étendue de sable à l'infini qui, je pense que ça reste. Et quand on va dans un milieu trouble où ça crie, ça fait des histoires, où ben, on a envie de partir parce qu'on a encore ça dans la tête et sans y penser forcément, c'est inconscient. On a envie Mais, de retrouver du calme. et du coup après dans ta vie d'adulte, t'as jamais eu envie de repartir vivre dans un pays étranger? Ah si, si, moi j'aime toujours voyager. Mais ma grande question du vivant de mon père aussi, on se disait est-ce qu'on y retourne ou pas? Et on s'est dit non. La ville a évolué, les gens. C'est une ville qui a quadruplé, qui a grandi énormément parce que la société a continué malgré notre départ évidemment, a continué à s'étendre et cette société l'a mis ferma. Et je pense que non, je préfère. Je vais peut-être retourner. J'ai toujours dit que je veux retourner dans un pays saharien, mais retrouver le désert, mais pas à Zouérat. Je vais rester avec mes souvenirs d'enfance. Hmm. Oui, je comprends. Dernièrement, j'ai retrouvé quelqu'un qui a vécu là-bas, dans son enfance Qui a aussi, vécu à la qui est même période? mauritanien, qui a vécu un peu plus tard, mais son père a dû connaître sûrement mon père. Il est plus jeune, mais il a connu la ville de Zouérat, il m'en a reparlé il n'y a pas longtemps, il y a toujours le cinéma, il y a toujours la piscine, il y a toujours cette fameuse allée des lauriers où moi, toute petite, je me souviens avoir senti cette odeur avec la chaleur des fleurs de laurier, d'avoir aussi ressenti les vents de sable légers qui commençaient, où vous avez les petits grains de sable qui viennent Hmm. frotter les jambes, Ouais, là, c'est des piquer les souvenirs jambes. olfactifs et Voilà, donc tout sensoriels plus ça, que... je garde ça en tête, en vue, en ouïe, en odeur, et Hmm. je veux pas y toucher. Et du coup, lui qui est un vrai Mauritanien, pour le coup, est-ce qu'il t'a un peu raconté à quoi ressemblait la ville maintenant? Parce qu'on le rappelle, du coup, la Mauritanie est devenue indépendante, du coup, ils ont créé cette ville pour se développer en toute autonomie. Mais du coup, cette ville a Pour continué de se l'extraction du minerai développer. de fer, oui. Cette ville a continué de se Mm. développer, donc à quoi elle ressemble aujourd'hui Oh bah, ça ressemble à une vraie ville, comme les autres villes de Mauritanie, Nouadhibou, Nouakchott, avec son autonomie, toujours l'extraction du minerai de fer, qui est un des, quand même,
Oui, c'est l'activité principale là-bas. Une des activités, parce qu'en fait, c'est quand même le plus long train du monde qui permet de ramener le minerai de fer de Zoérat à Nouadhibou pour que le minerai soit embarqué sur bateau et soit un peu Mhm. après dispatché dans tous les pays du monde. Mais cette ville, oui, elle doit être énorme et lui, il en a un souvenir, il adore. Il adore, c'est sa ville de naissance. Donc, et ben moi, c'est pas ma ville de naissance, c'est ma ville d'enfance, donc elle a beaucoup plus d'importance qu'une la ville où j'ai habité là, adolescente. Ouais, je comprends. Et tout à l'heure, tu disais du coup que le choix de rentrer, ça a été fait par tes parents pour votre scolarité à ton frère et toi. Aujourd'hui, avec le recul, sachant que toi aussi t'as 2 enfants, quel, qu'est-ce que tu aurais fait à leur place? Et est-ce que, euh, avec tes enfants, tu aurais pu comme ça partir dans un autre pays? Avec le recul en tant que maman, comment tu vois un petit peu tout ça? Mais j'aurais fait la même chose. On ne fait pas des enfants pour les laisser dans un pensionnat. Donc ça aurait été vraiment très dur, mais j'aurais fait la même chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui laissaient leurs enfants en pensionnat et que c'était les grands-parents qui s'en occupaient, mais moi j'aurais fait pareil. J'aurais peut-être été moins courageuse quand même. Je trouve que mes parents ils ont été très courageux quand même. Mm. Mais dans les années 60, on se permettait des choses qu'on peut plus faire maintenant. Oui, le monde a changé et on peut plus faire. Non. Et toi. Parce qu'il faut pas oublier quand même, quand on est parti en 73, il y avait quand même des petites guérillas qui se passaient en Mauritanie, entre le Maroc et la Mauritanie, pour Mhm. le désert, le Sahara espagnol qui se trouve entre les deux pays. Ok. Chacun voulait une partie de ce Sahara espagnol. Donc ça commençait quand même à avoir des petites guérillas entre eux. Moi j'ai entendu des petites bombes, des petits trucs. Oui, donc C'était c'était quand même. Ça devenait c'est- moins sécurisé que à votre Voilà, c'était une arrivée. période. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais il y avait cette histoire d'école, mais il y avait aussi un moment donné, mes parents se sentaient pas quand même Hmm. Ils se sentaient plus en sécurisés. sécurité comme avant, quoi. Et après, il y a eu le Front Polisario, il y a eu plein de choses une fois qu'on est revenu en France. Donc mes parents se sont dit on a bien fait de partir. Tout ça, ça s'est calmé après évidemment, mais c'est très comme si on avait mes parents se sont dit bon bah voilà, on a bien fait, c'était le moment. Hmm, je comprends. Et si t'avais dû faire vivre cette expérience à tes enfants, dans quel pays tu te serais visualisé? Est-ce Je que sais pas, là c'était un pays l'occasion. d'Afrique aussi, ou il y a d'autres pays où tu aurais aimé vivre cette expérience avec ta propre famille, du coup? Moi je pense que c'était l'occasion. Mon père a trouvé dans un journal, je crois qu'il a trouvé cette demande de travail. Hmm. Oui, c'était une opportunité comme ça qui est À l'époque, arrivée, ça il se l'a faisait saisie. beaucoup. Ouais, ça se faisait beaucoup. Ça se faisait au Nigeria, ça se faisait au Sénégal, ça se faisait partout. Ils demandaient beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre qualifiée dans certains métiers. Donc, ça se faisait beaucoup. Ça se fait moins maintenant. Mais moi, n'importe quel pays. Quand même, pas dans le froid quand même. Mais n'importe quel pays. Moi, j'aurais bien voulu en Polynésie, mais bon, c'est mon rêve. On comprend pourquoi. Oui, donc effectivement, lui, c'était pas tellement un choix dans le sens j'ai envie qu'on aille vivre en Mauritanie. C'était plus une opportunité qu'il a saisie. Voilà. D'accord. Financière aussi, parce que ça c'était très très bien payé à l'époque, ces Un gens-là peu le qui. goût de l'aventure. Et lui, il avait le goût de liberté, d'aventure, très curieux de tout, donc ça lui correspondait bien. Quels Et sont du coup tes... Avec le recul, encore une fois, quels sont tes meilleurs souvenirs et tes pires souvenirs de cette période? Quels sont les moments vraiment qui t'ont marqué et qui, avec les années, restent gravés en tête et continueront de rester dans ta mémoire? bah, les bons moments, hein, je dis, c'était tous les virées dans le désert, c'était l'esprit de famille qu'on avait, où on était quand même bien soudés. C'était une famille très très soudée, vu que c'était nous.
C'était un bloc, c'était nous 4. Les pires souvenirs, dans cette vie d'avant, là, j'en ai pas. Ils sont venus après. Tu veux dire que les pires souvenirs, du coup, se sont créés en En France, fait, mais... étant jeune, comme tous les enfants, on s'embellit notre jeunesse. Donc moi, je vois que du bon. J'ai dû passer des mauvais moments, mais je m'en souviens plus. Je garde que le bon dans ma tête. Il y a C'est des ma moments façon où de... t'as eu peur, Bah, quand j'ai entendu à part les l'histoire premiers de les l'araignée. coups de fusil, là, Oui. T'as senti qu'il y a quelque chose qui tournait par rond, quoi. Ouais, ça a été chaud pendant un moment et ça s'est calmé après, mais ma mère me disait de pas sortir, on restait enfermés. Ça a été quelques jours et puis ça s'est calmé. Et est-ce que, du coup, j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce que d'avoir été confronté à ce genre de choses, d'avoir été confronté à l'inconnu si jeune, d'avoir cette capacité d'adaptation, est-ce que ça t'a servi dans ta vie d'adulte? Est-ce que t'avais moins peur de faire certaines choses? Est-ce que t'étais un peu plus téméraire qu'une personne qui aurait grandi dans son confort en France? Alors déjà de caractère, je suis assez comme ça, Ouais. enfoncée, en réfléchissant évidemment. Il y a toujours quelque chose dans ma tête qui me fait dire attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je fonce sans... en Une réfléchissant. fonceuse, mais conscience des dangers quand Mais même. j'ai quand même une faculté d'adaptation. Des fois, je me surprends. Donc, je pense que ça m'a aidé, oui. Hmm. Dans toutes les situations. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de... J'attends. J'attends, j'étudie, je regarde et j'observe. Donc là, on vient de faire le bilan sur les 10 premières années de ta vie, qui ont été quand même, qui ont marqué Riche. riche et qui ont marqué le cours de ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui ont changé le cours de celle-ci, ou des rencontres qui ont vraiment marqué un tournant dans ta vie, ou c'est vraiment essentiellement cette vie en Mauritanie qui a été le moment de ta vie Ah non, 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 moi j'ai un métier qui m'a fait très enrichissant, qui me fait connaître beaucoup de monde. C'est quoi ton métier du coup pour nos Alors on appelait auditeurs? ça avant des secrétaires médicales, maintenant on appelle ça des assistantes médico-administratives. Et Mhm. à l'époque, on était vraiment l'assistance des médecins et moi j'étais l'assistance d'un professeur en neurologie qui était connu du monde entier, qui m'impressionnait quand j'ai commencé à travailler avec lui parce que j'avais des demandes qui venaient d'Australie, de Russie, pour avoir son livre sur le coma qu'il avait fait paraître quelque temps avant que j'arrive dans son service. Et ce qui a été enrichissant avec lui, c'est que c'était un grand professeur et qu'on pouvait lui demander n'importe quoi, n'importe quelle question, et il expliquait toujours Mm. bien. Et que j'ai pu faire un séminaire de neuropsychiatrie que j'ai fait moi-même avec lui, c'est-à-dire tapé, mis en page. Et en remerciement, il m'a offert le voyage. Ça se passait à Vienne en Autriche. Donc Mhm. ils ont fait un séminaire de neuropsychiatrie à Vienne en Autriche avec tous les médecins libéraux de la région. Ça s'appelait de la formation continue en même temps à l'époque. Donc là j'ai découvert Vienne et après j'ai fait une extension touristique en Bavière. Et bah, j'étais à un très 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 bon souvenir. Parce qu'en fait les médecins qui étaient là-bas, c'était des gens très humains, sains, marrants. C'était des gens chics, Mm. franchement des gens chics. Et ça, il y a quelques temps, hein, ça fait quelques années. Mais les gens qui travaillent, les médecins qui travaillent, qui ont vraiment cette vocation, ce sont des gens très très bien. Mm. Moi, franchement, c'est un plaisir de travailler avec eux. Pas tous, hein, mais c'est des grands humains, des grands... Ce professeur, je l'ai suivi jusqu'au bout, jusqu'à sa maladie qu'il l'a perdu. Mais c'était vraiment un grand homme. Donc j'ai au moins dit, j'ai connu dans ma vie un patron avec un grand P et un grand homme.
qui aimait beaucoup voyager et qui a été, dès qu'il a su que nous sommes allés avec mes parents en Mauritanie, il a pris ma mère, il l'a interviewée, il a posé des questions, il était très impressionné par le parcours qu'ils avaient fait. Franchement, on s'était trouvés. C'était sympathique. J'aurais aimé pouvoir échanger avec lui aussi, du coup. Ouais, c'est un sacré monsieur. Qui était très marrant, qui avait beaucoup d'humour en plus. Voilà. Mais ça, c'est un grand souvenir de ma vie. Et puis, la naissance de mes 2 filles, quand même. Hein, c'est très important. Quand même. Quand même, c'est important pour une maman. Et puis, bon, c'est surtout les voyages, moi, qui Qui en t'enrichissent. France, dans les pays étrangers, mais même en France. La France est tellement jolie. Tout à fait. Tellement jolie, on ne la connaît pas assez. Et c'est surtout en allant à l'étranger, encore là, je me rends compte, on est tellement heureux de revenir en France. Qui est vraiment un pays de culture, de nourriture et de tellement de bonnes choses. Oui, donc on dit pour nos auditeurs, Isabelle revient de Bulgarie, c'est ça? Non, de Hongrie, de Hongrie. Budapest. Ok. Et visiblement, à sa tête, la nourriture était pas folichonne. Oh non. C'est un pays très très beau. C'est une ville très très belle. Ah là, c'est vraiment au niveau architectural et puis c'est très très beau. Mais dans l'histoire de l'art aussi, mais non. On est français et on mange très bien en France. Et il ressemblait à quoi, du coup, tes repas en Mauritanie? Ça me fait penser à ça. La viande, C'était des poissons. classique. Beaucoup de poissons. Ouais. Les élevages de poissons. Poisson frais, du coup, oui, c'est l'avantage là-bas. Donc il faisait beaucoup de méchouis quand il faisait des fêtes, mais j'en mangeais pas parce que c'est de la viande pas cuite et je pouvais pas. Mais c'était essentiel quand il y avait des fêtes grandes fêtes qui se passaient sur l'aéroport. Le moment convivial. Parce qu'en fait, pour réunir tout le monde, le seul endroit où il y avait assez de place, c'était l'aéroport. C'était le lieu de rencontre de tout le monde et tout le monde leur dit quand on regarde sur les sites internet des anciens de Zoérat, c'est ce qu'ils disent. Ok, c'est marrant. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner, que ce soit à moi ou à nos auditeurs plus jeunes, par rapport à toi, ton vécu? Quelque chose que tu voudrais transmettre, une façon de penser, un conseil? Surtout rester soi-même. C'est important. Toujours regarder ailleurs, pas se renfermer sur soi-même, regarder ailleurs, il y a tellement de choses à regarder, à voir et à regarder les humains tels qu'ils sont. C'est un peu l'ADN du podcast, effectivement. À regarder les humains dans leur bonté et pas dans la critique. Regarder toujours le bon côté des gens et jamais dans le mauvais... tout le monde a son mauvais côté, de toute façon. Mais c'est tellement enrichissant. Voir le positif dans chaque personne, en fait. Voilà. Trouver, gratter. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se donnent une carapace. Moi-même, je l'ai fait. Pour se protéger. Mais en fait, derrière la carapace, il y a des gens très intéressants. Et c'est en voyageant, en parlant avec les gens. Alors moi, évidemment, je dis ça alors que je suis une vraie sauvage, mais j'ai des moments où je suis sauvage, j'ai besoin de me retrouver, mais il y a d'autres moments où j'ai besoin de prendre du contact et je suis vraiment attirée par les gens sains et qui sont vraiment intéressants et humains. Et ça, on retrouve ça quand même beaucoup à l'étranger aussi, parce que... ou dans les campagnes. Parce que la société de consommation n'est pas passée par là et les gens sont humains purs et les gens sont tels quels avec leur bonté. C'est vrai, je partage cet avis. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Je te laisse le mot de la fin. Écoutez les anciens, ils ont tellement de choses à dire. Moi j'ai une petite partie de ma vie qui est peut-être intéressante pour vous, mais effectivement les anciens ont une vie cachée, ils en parlent jamais, mais elle est très intéressante et enrichissante pour chacun. Pour atténuer ses douleurs, pour faire comprendre qu'il y a autre chose et qu'il ne faut pas se renfermer sur soi-même. Puis c'est tellement enrichissant pour eux de partager et pour nous de recevoir, qu'il faut prendre le temps de parler avec
avec ses anciens, les anciens des autres, les personnes qu'on peut croiser. On a souvent la flemme de parler aux caissières qui sont un peu trop bavardes, mais c'est important pour ces gens-là, comme pour nous, d'échanger. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Mon père me disait souvent qu'heureusement qu'elles étaient là, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont là au présent tout le temps, pour des personnes âgées qui ont besoin de parler, et qui n'ont plus personne à qui parler, et ce soit le facteur, les caissières. Effectivement, c'est leur seul contact social, donc il faut penser à ça et arrêter de les oublier, de faire comme s'ils n'existaient pas. Parce qu'ils sont là, ils sont très importants, et c'est très enrichissant de parler avec eux, et il faut arrêter de les laisser dans l'ombre. Et il y a des leçons de vie, qui est très bien d'entendre, d'écouter. Tout à fait. Qui peuvent nous aider. Tout à fait. Comme tu étais la première sur ce podcast, est-ce que tu aurais une idée de quelqu'un que tu voudrais voir derrière ce micro pour un prochain épisode ? J'ai des idées. Mais je dirai après. Ok, tu me diras en off. Pas de soucis. Merci beaucoup Isabelle. Et de rien. J'espère que t'as passé un bon moment. Moi j'ai adoré. J'espère que vous aussi vous aimerez écouter j'espère que j'étais son assez histoire. claire. On vous mettra... Isabelle m'a envoyé quelques photos de l'époque. Donc je vous mettrai ça sur l'Instagram et le Facebook. Donc anecdote-podcast. Comme ça vous pourrez un peu vous plonger dans l'univers avec nous. J'espère que vous apprécierez ce podcast autant que nous on a apprécié l'enregistrer. Je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt pour le prochain épisode. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi ? Écris-moi. Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi prendre le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.